Phil a ouvert une bière, guys. Ouais, des fois, je bois un peu. Là, on commence l'épisode aujourd'hui à une heure à laquelle on n'est pas habitué. Pour notre 9e épisode du Temps des monstres, il est 16h on the dot. Ouais. D'habitude, on tape autour de 13h l'après-midi, après le dîner. Moi, j'appelle ça le matin. No joke, des fois, je me lève vers 9 et Phil est si profondément endormi qu'on dirait qu'il est dans sa première phase de sommeil. Non, je suis dans la 8e et meilleure phase de sommeil, c'est-à-dire le sommeil continue pour toujours. Mais non, mais en plus, qui n'a pas envie de dormir tout le temps l'automne et l'hiver? OK, Phil, il y a juste toi qui est capable d'avoir un sommeil comme ça. T'es comme le 1% du sommeil, genre. La plupart des gens rêvent d'être toi, mais n'y accèdent pas. Moi, je rêve de bien dormir, mais tu sais, c'est full frustrant, là, des fois. Mais arrêtez de rêver à bien dormir et dormez à bien rêver, tu sais. Des fois, je m'endors, puis je pense à ma journée, puis Phil, il pète sa coche, puis il est comme « Non, pense à des fleurs ou des affaires que t'aimes! » Puis je suis comme « Mais je peux pas. » Genre, toi, tu pars dans des affaires vraiment intéressantes, là, dans ta tête, là. Ouais, puis je te compte pas toutes, là. Tu sais, moi, des fois, je me couche, puis je me ferme les yeux, puis je m'imagine que je fais 200 pieds de haut, puis que je suis en feu, puis que j'écrase Tel Aviv. Tu sais, comme des fois... Pourquoi t'écraserais Tel Aviv? Pourquoi pas? Non, mais tu sais, je pense à des choses qui me font du bien, tu sais. Oui. Qui me font plaisir. Oui. Des fois, je vole dans le ciel. Moi, des fois, je vole à l'épicerie. Bon, tu vois? Dans la réalité. C'est un bon départ. Non, mais c'est ça. Mais oui, j'aime ça dormir, puis je trouve que c'est une des affaires qu'on considère le moins dans la vie. Comme on se coupe... les gens se coupent beaucoup du sommeil, puis c'est d'ailleurs comme un... Tu sais, on voit plein de gens là, à la télé, là, plein de gens connus, là, ou même les riches là, qui nous expliquent qu'eux, ils dorment 4 heures par nuit, puis je suis comme, you're stupid. Comme ça sert à quoi d'être riche si tu peux juste dormir 4 heures par nuit, honnêtement? Je comprends pas. C'est genre la plus belle chose, dormir. Mais je suis tellement d'accord et aligné avec toi. Je n'y arrive pas. Je suis pas une grosse dormeuse. Moi, je crois en toi. Je crois que tu peux... Tout le monde peut dormir. Puis s'il faut que je te retienne de force dans le lit, ben peut-être que je le ferai. Mais des fois, tu fais la clé de bras, puis je me rendors. Je sais pas si c'est parce que... La clé de bras. Bon, Phil... Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui commence cette semaine? Oui, c'est toi. C'est vraiment weird parce que... bon, ça va être un hot take parce que ça vient d'arriver, mais c'est Matt Bernstein, là, de la balado A Bit Fruity, qui a partagé que hier, Billie Eilish, elle a reçu le prix de l'innovatrice musicale lors du WSJ Magazine Innovator Awards à New York. Puis pendant son discours de remerciement, elle a profité de la tribune pour lancer un appel direct à l'audience pleine de célébrités. Donnez votre cash. Elle disait ça aux gens, genre plus précisément, elle s'est adressée aux milliardaires. Si vous êtes milliardaire, pourquoi êtes-vous milliardaire? Elle a lancé ça à la foule où se trouvait entre autres le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. I would just say, like, we're in a time right now where the world is really, really bad and really dark and people need empathy and help more than kind of ever, especially in our country. And I'd say if you have money, it would be great to use it for good things and maybe give it to some people that need it. And love you all, but there's a few people in here that have a lot more money than me. And if you're a billionaire, why are you a billionaire? No hate, but yeah, give your money away, shorties. Love you guys. Thank you so much. Si on vit une période où le monde va vraiment, vraiment mal, où tout est sombre et les gens ont besoin d'empathie et d'aide plus que jamais, surtout dans notre pays. Ça me fait rire, parce qu'elle dit ça du US, mais il y a des gens qui l'ont vraiment moins bien ailleurs. Fait qu'elle dit, si vous avez de l'argent, ce serait bien de l'utiliser pour des bonnes choses, peut-être en donner à ceux qui en ont besoin. Je vous aime tous, mais il y a ici quelques personnes qui ont beaucoup plus d'argent que moi. Si vous êtes milliardaire, if you are a billionaire, pourquoi l'êtes-vous? Pas de hate, mais ouais, donnez votre argent les shorties. Puis là, premièrement, 100% hate. Genre, pas de hate, je vous aime tous. Je sais qu'il faut pas avoir des grosses attentes dans la philanthropie ou les call-outs des célébrités, mais je trouve ça timide quand même. Je trouve qu'on applaudit des affaires très timides. Mm-hmm. Je nous trouve... c'est pas que je veux plus de cynisme ou plus de négativisme. T'sais, oui, il faut applaudir ces initiatives-là, mais on veut pas la charité des gens riches. Moi, je veux pas la charité des gens riches. Je veux de la justice économique dans nos gouvernements. Je veux qu'on les taxe, bien sûr, puis je pense qu'il devrait avoir un max d'argent que tu as le droit d'avoir. Honnêtement,
Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'on essaie de faire de la justice économique, mais ces gens-là savent très bien comment utiliser le système à leur avantage. Mais en fait, c'est eux qui ont créé le système. Ben aussi, Fait que là, c'est fait que ça, là, c'est un peu ça. Mais je comprends, je veux dire... Tu sais, toi, t'étais pas impressionné quand je t'ai dit tantôt, Jack, Billie Eilish, elle a dit ça. Tu sais, c'est comme... Ben c'est que Ok. c'est le spectacle, ça, pour moi, puis je suis pas impressionné par le spectacle. C'est-à-dire, tu sais, tant mieux, puis je vais pas chier là-dessus, mais qu'est-ce que ça crisse, ça, que des riches se disent entre eux autres puis qu'il y a rien qui se passe. Tu Tu sais, à quand l'a fait, sa remarque, ça a suscité un rire gêné, des petits applaudissements timides dans la salle. Puis la salle était remplie de Mark Zuckerberg, sa femme Priscilla Chan, Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas, Ben Stiller, Chris Rock. Tu sais, genre du monde qui, ensemble ou même individuellement, pourrait sauver des pays, là, avec leur cash. Puis Zuckerberg a même pas applaudi. Puis je suis comme, j'ai pas d'attente envers cette personne-là, mais wesh. Sa femme, elle, était honorée la même soirée comme innovatrice en philanthropie scientifique pour son travail avec la excusez-moi, là. La Chan Zuckerberg Initiative, un organisme qui se consacre au développement d'outils pour traiter les maladies. Ils ont promis de redonner 99% de leurs actions de Meta à cette cause de leur vivant. Puis c'est comme... Eux, ils robotisent la médecine, en fait, ça qui se passe. Puis Billie Eilish, le soir d'avant, là, ou juste avant de prononcer son discours, elle venait elle-même de faire un don de 11,5 millions tiré de sa dernière tournée. Puis là, je vois les gens applaudir ça, commenter que c'est mieux que rien, puis tout, puis ça me dépasse. Je doute pas de sa sincérité, je doute d'un monde où la morale dépend des millionnaires. Ouais, puis où le récit est comme créé par eux, tu sais, je suis fatigué la avec ça un peu, compassion, mais... c'est pas leur luxe à eux, la compassion, c'est le truc de tout le monde, genre. Mais puis en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur compassion? Moi, je veux pas leur compassion, là. J'aurais pas besoin de leur compassion si on avait ce qu'on avait besoin pour vivre. C'est juste que c'est très étrange, le récit politique qu'on a dans la réalité, puis je trouve toujours qu'il y a une grosse dichotomie avec la fiction, où ce qu'on comprend très bien, tu sais, je veux dire, on écoute, mettons, Le Seigneur des Anneaux, puis il y a aucune scène là-dedans où ce que les gens sont comme, on devrait demander au dragon s'il pouvait nous donner un peu d'or. On dirait qu'on réalise ça très facilement dans un récit fantastique que genre ça sert à rien, mais on a beaucoup de difficultés à faire la transposition dans la réalité, puis dire pourquoi on parle avec le dragon, pourquoi on lui pose des questions, pourquoi on lui formule des souhaits, pourquoi on fait ça? On dirait que c'est plus dur je sais pas, à intégrer pour nous. C'est vraiment difficile de concevoir ça. Puis il faut dire, il y a tellement de discours autour de ces gens-là qui est créé. Il y a tout un discours aussi justement de mérite. Puis ils ont travaillé fort, ils ont créé des affaires. T'as juste à faire ça toi aussi. On perd un peu de vue l'essence du récit. Dans le récit, c'est le prestige qui surpasse tout. Mais puis en même temps aussi, qui raconte ce récit? Les médias Les médias appartiennent à qui? Les riches! Fait que la question est pas trop compliquée là, quand tu t'y penches un peu, mais je pense que oui, ça peut devenir mêlant pour tout le monde à force de se faire raconter ça sans arrêt tous les jours, puis de répéter cette idée de méritocratie, puis d'intégrer l'idée que toi, tu mérites rien dans le fond, parce que... Mais aussi, il faut ramener l'idée que les riches sont une minorité et qu'un peuple qui soulève prend beaucoup plus de place économiquement, socialement, de manière justicière aussi que, mettons, le 1%. On a beaucoup plus de pouvoir collectivement que ces gens-là. Mais c'est juste qu'on est soit omnibulé par eux, la plupart des gens admirent les personnes riches, ce qui m'échappe tellement, parce que hors de l'espèce de trope qu'on nous lance que les pauvres sont jaloux des riches. Y a-tu de quoi de plus boring que les riches en plus? Quand tu les écoutes parler, ils ont tellement rien à dire. Ces temps-ci, c'est fascinant de regarder François Lambert créer des vidéos AI de lui-même. Puis après se fâcher que les gens les dupent. Non, mais oui, mais juste de voir ce que cette personne-là fantasme à propos de lui, c'est tellement plate. Combien d'heures dormez-vous par jour, Monsieur Lambert? Trop peu. Trop peu, et votre question est indiscrète, madame. Il fantasme de se faire suivre par des journalistes qui lui posent des questions plates comme « Combien d'heures avez-vous dormi cette nuit? » Je ne dors pas assez, mais ça, c'est personnel, madame. Puis là, t'es comme, OK, toi, t'es complètement... t'es vide en dedans. Lui, il est complètement ding-dong, là. Luc Poirier est la personne la plus stupide du Québec, hands 100%. Down. C'est vraiment... Quand Evelyne Charuel a reçu pour le documentaire Luc le milliardaire, fait qu'il y avait McSween et Poirier en studio devant elle, puis elle disait, à chaque fois qu'il racontait comment il a crossé le système pour avoir de l'argent,
Elle disait « C'est du génie! » Ça m'a tellement marqué. Le rendement de Luc sur des investissements est exponentiel. Alors que moi, quand je fais un bon rendement sur un investissement, c'est 20 %. Ouais. C'est pas 1000, 2000, 4000, 8000 %. Je comprends. On va donner un exemple. Par exemple, la briqueterie à la Prairie, qui est un projet à très long terme. C'est un endroit où on a fabriqué des briques pendant des décennies. C'est un immense trou, en fait, et qui attend là depuis des années. Luc a acquis ce terrain-là avec l'objectif de le remblayer, de le remplir avec tous les chantiers de construction qui se font dans la grande région métropolitaine. Donc, chaque fois qu'il y a des trous qui sont creusés pour faire des stationnements souterrains, par exemple, les entrepreneurs vont payer Luc pour déposer la terre retirée et remplir le fameux trou de la briqueterie de la Prairie. Donc, à terme, il sera payé pour remblayer un terrain qu'il pourra revendre parce qu'il aura été décontaminé et mis à niveau. Vous comprenez ma fascination? Mais c'est du génie quand on y passe. C'est comme un rituel d'humiliation. Là. Tu te mets à genoux devant ces gens-là, tu respectes la hiérarchie en espérant qu'un jour, d'autres gens se mettent à genoux devant toi parce qu'ils respectent la même hiérarchie. Puis même affaire, Olivier Primo aussi qui prend la parole sans arrêt. C'est comme, hey, s'il y a bien quelque chose que t'es pas capable de faire, c'est ça, parler, tu devrais arrêter immédiatement, tu sais. Mais aussi, allez vous cacher, parce qu'à un moment donné, on va vous manger. Ouais. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment le goût de mettre les dents là-dedans, mais... Je comprends. Oh mon Dieu, les riches, on les fait travailler au Tim Hortons, c'est ça qu'on fait avec eux autres, genre. C'est comme back-à-back shift de nuit pour genre le salaire minimum. Ou pas de salaire. Puis oublie pas, faut aller nettoyer les toilettes une fois de temps en temps. J'ai eu un petit accident. Un peu, oui. Bon, je trouve que faut pas attendre de dépendre d'une taxe sur la richesse pour revendiquer des choses dans la politique sociale ou dans la justice sociale. Puis aussi, faut arrêter d'attendre que les bourgeois fassent ce qu'on espère d'eux. Parce que c'était un peu ça. Puis je veux dire, tu sais, là, je veux dire, je propulse Billie Eilish en bourgeoise, mais même si elle est multimillionnaire, juste parce qu'elle est face à des milliardaires, mettons. Puis c'est correct, là, qu'elle fasse ça, mais c'est qu'en s'effaçant derrière ces gens-là qui deviennent comme nos représentants de la parole, c'est qu'on attend que ces gens-là parlent de n'importe quoi, là, de racisme, d'iniquité sociale, de la Palestine. Économique de la Palestine, whatever. C'est qu'on attend, puis fait que donc on devient un peu victime de leurs envies. S'ils ont envie de ça, ils vont le faire un petit peu, mais encore là, est-ce que ça fait vraiment bouger l'aiguille? Est-ce que ça change quelque chose? J'en suis pas certain, c'est très minime. Mais je pense qu'il faut reprendre un peu le pouvoir entre nos mains, tu sais, comme réaliser qu'on n'a pas besoin d'attendre que des porte-paroles auto-élus parlent pour nous. Il faut juste parler. Comme quand Laurent Paquin avait dit à la télévision, il n'y a même pas un an, tu te souviens, il était comme « Les gens ne devraient pas avoir à travailler 2 jobs pour pouvoir se... » Puis c'était comme... Puis là, tout le monde, toutes les vedettes partageaient ça sur leurs réseaux sociaux. Puis j'étais comme, on attendait-tu vraiment que Laurent Paquin nous dise que les temps sont durs pour le réaliser? Ce qu'il avait dit, Laurent, c'est que, me semble, là, que personne qui travaille 40 heures semaine devrait avoir de la difficulté à vivre, là, à se payer un loyer. Oui, puis nous, ce qu'on disait, c'était personne ne devrait avoir de la difficulté à vivre. Oui, exact. Pourquoi on rajoute genre 40 heures semaine là-dedans? T'sais, pourquoi il faut que tu travailles 40 heures semaine pour avoir le droit de pas mourir? C'est tellement... Tu sais, c'est tellement néolibéral là, comme pensée, genre, écoute bien, là. Là, les gens qui sont au camp de travail, là, ça serait correct qu'ils mangent. C'est comme, ouais. Bienvenue à le... Ah non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Phil veut nous parler de quelque chose aussi. Oui, moi, cette semaine, je suis allé à des conférences. Hein? Ouais. T'as le droit d'aller à des conférences, toi, en tant que personne normale? Oui, je suis allé faire mon tour à l'Istituto Italiano di Cultura di Montréal. Pour une conférence, en fait des conférences qui étaient autour du thème « Que faire des médias? Perspective gramscienne sur les médias à une époque contre-révolutionnaire ». C'était super intéressant, c'était gratuit. On pouvait juste rentrer comme dans un moulin. Ça, j'adore ça, là, quand je suis pas obligé genre, de donner mon nom ou de payer 5$. C'est vraiment les choses que je préfère. Mais j'aurais tout à fait payé 5$ pour cette place, puis cet événement oui, non, qui était tout à fait. merveilleux, mais je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a plus rien de gratuit dans le monde. Là. Il y a peu de choses gratuites. Ça, c'en était... L'amour que j'ai pour toi, il est gratuit. Ah oui? Oui. Eh ben, c'est toi qui payes le souper. Ah, mange la merde. Mais oui, puis d'ailleurs, j'aimerais remercier... C'est Léo qui m'a écrit dimanche soir pour me rappeler que ça avait lieu, ça. Lundi et mardi, puis j'avais complètement oublié. J'avais comme noté ça au mois de juin, puis là, c'était perdu dans mes notes. Faut dire que c'était pas très bien annoncé. Ben, tu sais, c'est des petits événements quand même, c'était une petite salle, puis tout ça, mais il y avait comme beaucoup... Je pense qu'en 2 jours, il y avait comme 6 différentes conférences avec plusieurs acteurs dans chacune.
qui venaient nous parler, qui avaient comme chacun préparé, si tu veux, des affaires. Il y avait des professeurs, d'ailleurs, il y avait 2 personnes de la revue Possible qui en faisaient une aussi qui était super intéressante. Et Printemps Vert, ouais, Léo Palardi et Raphaël Canet. Ouais. Qui était très intéressante d'ailleurs, puis ça se peut qu'on en reparle dans un autre projet. Mais moi, j'ai comme adoré aller là. C'est sûr que c'est je sais pas comment dire, c'est quelque chose de plus intellectuel un peu, c'est quelque chose de plus théorique, mais je pense que des fois, ça nourrit aussi la réflexion, les idées, puis les façons de se mettre en marche un peu, parce qu'évidemment, tout ça tournait autour des idées d'Antonio Gramsci, cet intellectuel italien duquel on a un peu travesti une citation pour en faire le titre de notre podcast. Lui, évidemment, c'était un intellectuel de gauche qui a été en prison pendant de nombreuses années. D'ailleurs, on va fêter en 2026 le centenaire de son emprisonnement. Il a passé 3 ans en prison avant de commencer à écrire ses carnets de prison à partir de 1929. Puis, il y a encore beaucoup d'idées là-dedans qui résonnent aujourd'hui parce qu'il a justement parlé de beaucoup de choses par rapport à l'intellectuel, son rôle dans la possible révolution. Et la première conférence que je suis allé voir lundi midi, de mémoire, c'était Christophe Bronner qui la commençait. Résonance et redondance, la conjoncture de la politique médiatique contemporaine de la nouvelle droite et le désir d'identité. Christophe Bronner, oui. Christophe qui enseigne à l'université de Rotterdam. Puis c'était le panel Understanding the Far Right. Ouais. Et là, il a parlé de plein de choses là-dedans, mais il y a quelque chose qui m'est comme... qui m'a vraiment frappé, puis que j'ai trouvé super intéressante, puis que j'ai retrouvé dans les textes de Gramsci. Là, j'ai trouvé ces textes en PDF, je vous les mettrai avec l'épisode, dans un chapitre qui s'intitule « Passage du savoir au comprendre, au sentir et vice-versa, du sentir au comprendre, au savoir ». Et je vous lis une citation. « L'élément populaire sent, mais ne comprend pas ou ne sait pas toujours. L'élément intellectuel sait, mais ne comprend pas ou surtout ne sent pas toujours. » Je skip une couple de phrases. L'erreur de l'intellectuel consiste à croire qu'on peut savoir sans comprendre et surtout sans sentir et sans être passionné. C'est-à-dire à croire que l'intellectuel peut être un véritable intellectuel et pas simplement un pédant s'il est distinct et détaché du peuple-nation, s'il ne sent pas les passions élémentaires du peuple, les comprenant, les expliquant et les justifiant dans la situation historique déterminée, en les rattachant dialectiquement aux lois de l'histoire, à une conception du monde supérieur, élaborée suivant une méthode scientifique et cohérente, le savoir. On ne fait pas de politique-histoire sans cette passion, c'est-à-dire sans cette connexion sentimentale entre intellectuel et peuple-nation. En l'absence d'un tel lien, les rapports de l'intellectuel avec le peuple-nation se réduisent à des rapports d'ordre purement bureaucratique, formel. Les intellectuels deviennent une caste ou une sacerdoce qu'on baptise centralisme organique. Puis je trouvais ça beau quand même, cette idée-là de comprendre, sentir et savoir. Je pense qu'on oublie souvent le sentir dans le sens de ressenti, là, dans ce cas-ci. Feel, en anglais. Parce que savoir et comprendre, c'est super important, puis c'est super intéressant, puis il faut effectivement, je pense, en faisant des lectures, en apprenant, qu'on est à l'université ou qu'on fasse ça de façon autodidacte à la maison ou en parlant à des collègues, à des amis, on peut apprendre, on peut savoir, mais il faut comme ressentir. Mais c'est pas ça que les médias actuels ont complètement exité de leur approche médiatique, c'est le ressentir et l'émotion. C'est-à-dire, ça faisait partie des 3 outils qui nous permettaient d'intégrer l'information, mais là, on nous parle comme des robots, puis on parle juste à certaines personnes d'une certaine manière. Donc, est-ce que ça a contribué à la construction de l'hégémonie puis à la formation de l'opinion publique? C'est sûr, mais je pense qu'il faut surtout réaliser, c'est que ce que la droite et l'extrême droite ont réussi à faire depuis 15 ans, c'est justement de ressentir, puis de façon souvent manipulatoire. Mais en même temps, c'est ça qui fait la force de leur discours dans les médias non traditionnels, entre autres. C'est-à-dire qu'ils vont capter cette colère du peuple et ils vont lui donner un sens. Ils la saupoudrent sur des non-situations ou des non-drames. C'est-à-dire ils vont la rediriger à des endroits qui sont un non-sens, mais ils font pas fi de cette colère-là, tandis que je pense que la gauche a eu tendance à se retirer un peu de l'émotion du peuple et à aller vraiment dans quelque chose de plus logique, de nous parler de ce qu'on pourrait faire avec des crédits carbone,
Et là, on tombe dans comme des logiques d'entreprise et économiques. Alors que la force de la gauche, c'était sa colère et son espèce d'espoir révolutionnaire sans compromis. Mais je pense que c'est la seule force qu'on a face au peuple. On peut pas demander à tout le monde de comprendre et de savoir. En mettant des fausses nouvelles de l'avant, tu corromps aussi le savoir et la compréhension en rendant les études de plus en plus difficiles à atteindre, coûteuses, fermées, qui sont juste disponibles pour une certaine classe de gens. Tu empêches aussi ce bout-là. Mais le bout ressenti, lui, il est comme difficile à bloquer parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde fait un peu naturellement ressentir. Puis là, ce qu'ils ont compris, la droite, c'est qu'en acceptant ce ressenti-là, mais en le dirigeant vers des cibles qui faisaient leur affaire, pas les vraies cibles de la cause de ce ressenti, eux, puis les riches, puis les patrons, puis les choix économiques qu'on fait, mais en envoyant ça justement envers les immigrants, envers des groupes marginalisés. Mais j'ai trouvé ça juste intéressant de mettre des mots là-dessus. C'est pas nécessairement quelque chose que je ne savais pas. Puis ça, je pense que c'est souvent quelque chose que je réalise en faisant des lectures ou des fois, on dirait que ça fait juste mettre des mots, clarifier des choses que tu ressentais. En fait, que tu avais cette impression. Parce que moi, j'ai l'impression que dans ma façon d'aborder la prise de parole, il y a quand même une volonté de mettre de l'émotion. Tu sais, de pas la retirer, j'ai l'impression que ce rôle-là, on le joue sans embâge là, dans le temps des monstres. On remplit bien ce mandat-là qu'on s'est donné, je pense, de faire ressentir par la gauche. Oui, puis c'est pas une volonté autre que ce qui vient naturellement. C'est juste que dans les faits, quand tu arrives pour écrire un texte, il y a toujours une partie de toi qui se dit « Je devrais peut-être enlever l'excès de colère » ou « Je devrais peut-être enlever ce bout-là où je deviens plus émotif parce que ça enlève une force à mon discours, parce que soudainement, l'émotion, qui est comme le contraire de la logique, ce qui est faux en passant, mais qui est perçu comme ça, il y a comme quelque chose, je pense, peut-être tiré un peu du milieu universitaire, de justement des médias, où on n'a pas le droit d'être émotif. Parce que on veut pas qu'on l'utilise contre nous après comme l'unique argument. Exact, ou qu'on peut pas faire confiance à cette personne-là. Regardez, elle est pleine d'émotions, elle n'est pas dans la logique, mais je pense que c'est au contraire super important d'être émotif parce que s'il y a bien une vérité dans la vie, c'est les choses qu'on ressent. Le reste, on peut se faire croire à peu près n'importe quoi, mais quand on ressent de la tristesse ou de la colère, ça vient d'un vrai endroit, ça. Puis c'est pas pour rien que la droite attaque toujours avec des insultes sur la santé mentale. Les fous ont pris le contrôle de l'asile. Attention! La perception de l'émotion comme une faiblesse, je pense que c'est aussi un des trucs pour déconnecter les gens d'eux-mêmes et de leur communauté. S'il y a bien quelque chose qu'on a tous, on n'a pas tous des études, on n'a pas tous des mots compliqués pour expliquer la réalité, mais on a certainement tous des émotions. Mais je pense qu'en les éteignant, en rendant ceux des autres honteux ou non souhaitables, on apprend aussi à ne pas faire confiance à nos émotions. Et ça, c'est dangereux. Je pense que le self-restraint, là, la retenue de soi, c'est vraiment une arme dangereuse envers soi-même. Regarde juste le problème générique des hommes à avoir de la difficulté à pleurer, par exemple. C'est probablement une des plus grandes causes de la violence des hommes. Puis je veux dire, ça, c'est juste un exemple parce que toutes les émotions sont importantes. T'sais. Je veux dire, ça, c'en est une, mais la colère aussi, c'est important. T'sais, je comprends qu'il ne faut pas nécessairement toujours agir sur la colère, mais à un moment donné, si on est toujours en colère, il faut se demander pourquoi on est en colère tout le temps. Parce que c'est pas tout le temps une mauvaise réaction. Ça nous dit quelque chose à propos de ce qu'on est en train de vivre. Ma psy, elle me dit tout le temps, porte attention à ta colère parce que ta colère, c'est de la tristesse. Et c'est toujours le sous-jacent de la colère, c'est toujours la tristesse. On le voit pas toujours à ce moment-là, mais comme quand quelqu'un t'envoie chier, puis t'es en vélo, puis l'autre personne est en char, puis cette espèce de sentiment de fou, c'est de la tristesse quand on s'y attarde. Je trouve ça vraiment important parce que quand on supprime la colère, on supprime la tristesse, puis un monde sans tristesse, c'est un monde fragmenté, là. Je sais pas comment le dire autrement. Toutes ces émotions-là sont valides. Mais aussi, moi, j'aimerais bien un monde sans tristesse, mais pas parce qu'on la regarde pas. C'est-à-dire, il pourrait avoir moins de tristesse, mais on pourra pas enlever la tristesse parce qu'on la regarde pas, parce qu'on fait fidèle, parce qu'on fait comme si elle n'était pas là. Un monde utopique, pour moi, ça veut pas dire un monde où les émotions inconfortables ne sont plus prises. Non, effectivement. Mais je veux dire, elle pourrait être moins présente. Oui, honnêtement, il y a beaucoup de tristesse en ce moment. Oui, là. exact. Il y a comme trop de raisons évitables d'être triste ou en colère. Mais on dirait que de juste vouloir supprimer la réaction aux choses qui se passent, c'est pas non plus la bonne façon. Il faut supprimer les choses qui se passent. Mais tout ça pour dire, ça m'a quand même fait beaucoup réfléchir cette semaine et je pense que ça m'a un peu inspiré dans ce que j'ai écrit pour vous. Parfait. Alors, qui commence aujourd'hui? C'est toi! Alors,
Bienvenue à le temps des... Hey, comment ça, on n'entend plus rien? Ah, c'est parce que c'était un extrait cette semaine. Un extrait? Ouais. Il y a un épisode sur 2 qui est gratuit, puis il y a un épisode sur 2 qui est juste pour les abonnés Patreon. Mais c'est fucking capitaliste, ça. Ouais, c'est fucking capitaliste, parce que guess what, ma chum? On est dans un monde capitaliste! Je peux pas payer mon loyer avec vos likes, asti! By the way, si vous voyez ma photo à la sortie d'un commerce, prière de la déchirer. Et si jamais vous voyez quelqu'un voler à l'étalage... Vous n'avez rien vu. Bonne journée tout le monde! Bye!